Bonjour Didier, je suis ravi de t'accueillir dans cette nouvelle capsule. Vraiment ravi de t'accueillir dans cette nouvelle capsule. Comment vas-tu? Ben, je veux bien, merci Nicolas. Heureux de te revoir, parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble, donc c'est un plaisir. Génial. Donc le thème aujourd'hui que je voulais qu'on aborde, c'était des questions vraiment qui peuvent peut-être aider des personnes à justement retrouver leur capacité. Donc la question elle est simple, c'est comment retrouver sa capacité d'autonomie, son libre arbitre dans la vie par rapport à toute l'information ou désinformation que l'on a à notre disposition. Donc est-ce que tu as des pistes toi par rapport à ça? Alors, en fait, j'ai les pistes de ma réflexion et puis de ma propre évolution. Et enfin, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'information, qui est en fait, de mon point de vue en tous les cas, la désinformation, c'est purement et simplement de la propagande, hein, ça me semble très clair. Non pas que tout soit faux, mais la manière dont c'est utilisé, d'ailleurs, c'est une des ficelles de la propagande, c'est d'avoir un peu de vérité dans beaucoup de mensonges. Parce que le peu de vérité permet de cautionner tous les mensonges. Hmm. Donc il y a un peu de vérité qui est le Covid. Ça, je nie pas l'existence du virus. En revanche, les proportions, la dangerosité, la diffusion du virus me semblent totalement aberrantes. Mais manifestement, l'intention, manifeste ou cachée, c'est de faire peur. Hmm. Et donc, comment faire pour rester soi-même, pour rester fort, pour rester vrai et unifié par rapport à ça? Alors, effectivement, on peut faire appel à plein d'outils, hein, des outils psychologiques, des outils d'analyse de soi, des relations thérapeutiques avec des personnes, mais je crois que l'outil fondamental, pour moi, c'est de bien être centré sur soi, soi avec un grand S, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait qu'un être humain est un être humain et non pas un animal, c'est le concept d'individualité. Hmm. Chacun d'entre nous est un individu. Individu, ça veut dire qu'il n'est pas divisé. Hmm. Et chacun d'entre nous a, au fond de soi, un véritable sens de ce qu'il est, même si ce que chacun d'entre nous est plus ou moins composite. C'est un peu comme un bouquet de fleurs. Il y a plusieurs aspects dans une personnalité et il y a donc différents visages, différentes réalités intérieures, mais tout ça, c'est une réalité personnelle, profonde, où chacun se reconnaît. Ça s'appelle une identité. Et l'identité, c'est quelque chose qui ne change pas, quoi qu'il arrive. Hein, l'identité, c'est identique. Et en fait, ce que je crois, moi, fondamental, c'est que l'esprit humain fonctionne comme le corps humain. Mhm. Même si, évidemment, sa nature, sa réalité profonde est abstraite. Il n'y a pas la réalité matérielle qu'on trouve, mais quelque part, le fonctionnement est identique. Alors, je dis ça très rapidement. En fait, si vous regardez un corps humain, vous avez des dizaines de tissus différents. Mhm. Vous avez les os, qui sont forts, puissants, cassants aussi. Vous avez les muscles, hein, qui sont beaucoup plus souples, mais qui ont une certaine fermeté. Vous avez les tissus des organes, le foie, la rate, l'estomac, les poumons, qui sont des tissus mous, mais qui pourtant ont des fonctions très complexes. Vous avez encore d'autres tissus très différents qui sont des fluides, hein, le sang, la lymphe, euh, bref, tout ce qui est aqueux dans le corps. Et puis vous avez aussi des réalités un peu spéciales qui sont tous les circuits électriques, hein, qui existent dans le corps, hein. Le système nerveux, c'est quand même de l'électricité, Mhm. même si le mot est certainement pas scientifique. En tous les cas, c'est des transmissions, hein, de charges positives, négatives, etc., transportées par des corps chimiques, hein, sodium, calcium, etc. Et quand vous regardez un corps humain, tout ça qui a l'air très différent, qui est agencé d'une manière assez complexe, eh bien, ça forme un seul corps.
Mhm. C'est un corps unique. Et Mhm. c'est d'ailleurs un corps unique en son genre, parce que je suis absolument persuadé que chaque corps est singulier, et que même s'il y a des ressemblances possibles, il y a une singularité profonde. Donc ça veut bien dire que malgré cette diversité, on a une réalité corporelle unique, une réalité corporelle qui se tient, qui d'ailleurs, même si Mhm. en plus elle évolue dans le temps, on se ressemble. On ne se transforme pas au point qu'on n'arrive plus à se reconnaître. Mhm. Donc il y a bien un lien, une identité qui est là. Et Mhm. bien dans le psychisme, c'est pareil. Mhm. C'est-à-dire que chacun d'entre nous pourrait presque être vu dans ses composantes comme un village. Si on regarde un village, vous avez un certain nombre de maisons et un certain nombre d'habitants dans ce village. Vous avez, je sais pas, les commerçants, l'instituteur, la poste, les enfants, les parents, des agents de police, enfin bref, un certain nombre de rôles, de fonctions et aussi de réalités humaines assez diverses. Et pourtant, ça forme un même village. À l'intérieur de nous, c'est la même chose sur le plan psychique. Nicolas, il y a certainement le Nicolas enfant, hein, l'enfant Nicolas qui est quelque part encore chez toi. Mhm. Bien sûr. Hein. Il y a aussi le Nicolas parent, celui qui a des enfants. Il y a le Mhm. Nicolas époux, il y a le Nicolas professionnel. Il Mhm. y a le Nicolas, je sais pas, chercheur qui enquête, qui cherche à comprendre, etc. Mhm. Ça, c'est des fonctions. Mais il y a aussi le Nicolas, alors je ne te connais pas très bien, mais il y a le Nicolas qui a du cœur, qui est ouvert, qui est sensible. Mhm. Et probablement, il se peut qu'il y ait un Nicolas qui soit aussi un peu colérique ou affirmatif ou, je sais pas, très Nicolas un peu pointu, rigoureux, voire un brin maniaque sur certains trucs. Enfin, ça, c'est des aspects sentimentaux, affectifs, qui existent et qui forment bien des personnages qui apparaissent les uns après les autres, à tour de rôle. Et entre tous ces personnages, il y a aussi des personnages dominants, ceux qu'on voit très souvent, euh, éventuellement qui peuvent avoir tendance à un peu écarter les autres, à considérer que voilà, c'est leur tour tout le temps, et des personnages beaucoup plus modestes, cachés, timides, enfin qui sont moins à l'aise, qui se montrent moins. Voilà. En fait, notre psyché, c'est comme ça. Il y a des réalités chez nous qui sont des réalités mouvantes, mais qu'on peut bien reconnaître. Hein, c'est pas que du cognitif, c'est pas que les éléments, ce qu'on appelle les opérations mentales complexes, qui font un travail un peu comme un ordinateur. Mhm. En fait, chez chaque être humain, il y a tout un village. Mhm. Et pourtant, chaque être humain est bien unifié. Mais il sera unifié vraiment et à l'aise, euh, pourquoi pas heureux, en tous les cas, d'une certaine autonomie, puisque c'est ce qu'on cherche. À partir du moment où tous les habitants de son village, d'une part, sont reconnus, sont accueillis, sont honorés, et à partir du moment où les habitants du village s'entendent bien. En fait, à l'intérieur de nous, Métaphore. Ouais, on l'a compris. comment? Très belle métaphore, j'ai. Et ouais. Voilà, donc l'important, c'est que ces habitants se trouvent, se rencontrent, se respectent, euh, s'écoutent aussi, voilà, parce qu'eux aussi, ils vont évoluer. Et il y a quelque chose d'important dans ce village, qui est joué souvent dans nos civilisations par le maire, par exemple, ou l'édile, ou un personnage qui est connu pour être sage. Eh bien, dans notre psyché, il y a aussi ce sage. Il y a la conscience, c'est-à-dire une perception, une sensation que en soi, chez Nicolas comme chez Didier, il y a Didier absolu, quoi. C'est voilà, lui, c'est lui et lui, il est bien là, quoi. Même s'il n'est pas forcément souvent là. Puisque, en fonction des influences qu'on reçoit, certains habitants du village sont fortement sollicités. Mhm. D'autres, au contraire, on la trouve, ils préfèrent se mettre de côté. Mais il y a toujours la conscience de soi. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est étiqueté clairement par les psychanalystes, par exemple, ou par les psychologues qui classent les fonctions de reconnaissance de soi, mais c'est vraiment une sensation.
Et cette fonction de soi, c'est lui le sage. C'est lui qui sait, en fait, il connaît tout le monde. Et il accueille tout le monde. Tout le monde a sa place. Parce que l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, l'amoureux, celui qui a peur de la mort, celui qui adore ses enfants, tous ces gens sont toujours là. Et ils sont connus de l'intérieur par cette conscience. Et cette conscience sait que, au-delà de sa réalité abstraite, elle doit, donc c'est l'être qu'elle a, elle doit entrer dans l'existence. Et pour entrer dans l'existence, il y a tous ces personnages. C'est comme si c'était les interprètes de cette conscience. Et cette conscience a la capacité d'harmoniser, de sécuriser, d'honorer, de reconnaître chacun. Et en plus, de faire qu'ensemble, tout le monde s'entende à peu près correctement. Et comment dans cette métaphore que je trouve vraiment merveilleuse, comment tu fais le lien entre ces personnages, la conscience et les émotions associées? Alors, effectivement, les émotions sont des personnages. Les émotions sont des personnages. Alors ça, c'est un domaine complexe, hein, pas facile à aborder de cette nature-là. Mais les émotions, c'est la donnée vivante, existentielle, la plus proche de la métaphysique, du spirituel. Mm. Pourquoi? Parce que le spirituel, c'est quelque chose. Donc, l'être dont je parlais, ce sage qui est là, c'est quelque chose qui a une vision globale, générale, très profonde, très fine, très constructive aussi du réel, réel extérieur comme réel intérieur. Mais la manière de s'exprimer de la façon la plus simple, la plus pure, c'est dans les émotions, en fait. Et si on regarde les enfants, qui ne sont pas trop culturés, pas trop encore conditionnés par les choses, leurs émotions sont libres. Mm. D'ailleurs, elles sont jusqu'au boutiste, c'est-à-dire quand ils pleurent vraiment. Mm. Quand ils rient aux éclats. Super. Quand ils s'interrogent, ils s'interrogent vraiment. Enfin, voilà, la peur, c'est pareil. L'enfant a peur, il vient se mettre dans les jambes de ses parents ou se cacher. Voilà. Mm. Donc, ces émotions, en fait, sont des modes d'expression et en même temps d'apprentissage de soi. Parce que, quelque part, toutes les émotions sont positives. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la joie est positive, mais que la tristesse, la peur, la colère sont négatives. C'est pas vrai du tout. En fait, toutes les émotions sont là pour protéger ou revenir à la joie. Mm. Très juste. C'est Tout à fait d'accord avec ça. voilà, hein, c'est comme des copines, quoi. C'est comme une ronde qui, qui tourne autour de la joie, et un peu comme une ronde tournerait autour d'un feu de camp. Mm. La joie, c'est le feu de camp. Toutes les émotions sont là pour protéger ou revenir à la joie. Mm. Hein, la J'adore. colère, voilà. J'adore. Donc ces personnages, en fait, qui sont des fonctions, ont recours aussi dans leur relation aux émotions pour exprimer leur présence. En fait, quelque part, en nous, les émotions, c'est la condition existentielle de la spiritualisation de ce que nous sommes, Mm. donc de nos réalités. Et ce qui est manifeste, c'est qu'on voit bien que, par exemple, partout où il y a le pouvoir, où il y a la volonté d'interdire, de contraindre, d'arrêter, d'imposer, il n'y a pas d'émotion. Mm. Les êtres qui font ça n'ont pas d'émotion. Mm. Ils déclenchent les émotions en essayant de les manipuler, Mm. mais eux parlent sans émotion. Et quand ils ont un peu d'émotion, ce qui est intéressant, par exemple, Castex s'est mis dans une run pas possible au Parlement parce que voilà, les opposants ont décidé absolument pas d'aller sur son terrain et de ne pas voter du tout sa loi sur le confinement, enfin, etc., enfin, ses décrets, ses lois sur le confinement. Il s'oppose totalement à ça et quelque part, enfin, cet homme semble avoir une émotion.
C'est-à-dire qu'il sort de l'aspect robotique de ce qui est devenu. Et beaucoup des gouvernants, quand on regarde leur image extrêmement lisse dans leur discours, etc., tout est calculé au millimètre, sont des gens sans émotion, enfin vraiment au bout des émotions jouées, pas des vraies émotions. Là, enfin, Castex, avec sa colère, nous dit que quelque part, et ça c'est pas si mal que ça, son intégrité personnelle commence à être atteinte. Mmh. Ce qui n'est pas si mal que ça, parce que ça veut dire qu'il vit un peu ce qu'il fait vivre aux autres. D'accord. Donc, l'important, c'est vraiment de revenir à ça en considérant que nos émotions, alors évidemment, il faut de la mesure. Mmh. Si on laisse partir les émotions dans une dimension intense, on peut faire des dégâts. Mmh. C'est pour ça que les émotions, c'est intéressant de les exprimer au moment où elles arrivent. Elles naissent, voilà, elles vont exprimer quelque chose. Et souvent, c'est une alerte. Quand, quelqu'un, par exemple, manifeste de la colère, c'est que son intégrité est atteinte, selon lui en tous les cas. S'il le dit au début, bah, ça va être juste un moment de mauvaise humeur. Mmh. Il ne va pas exprimer une colère assassine pour rien. Par contre, quand on retient, ça peut devenir ça. Donc, l'idée, c'est de considérer les émotions comme des amis. Absolument. Les amis des êtres intelligents. Pour moi, vraiment, je ressens beaucoup d'intelligence C'est ça. et de connexion grâce aux émotions. Après, justement, par rapport à la question posée, qui est comment retrouver ses capacités, son libre arbitre et son autonomie, est-ce que justement, en favorisant cette libération des émotions, de l'écoute des besoins, on favorise justement ce libre arbitre, cette autonomie? Alors, justement, ça veut dire que les émotions, c'est fait pour être partagé. C'est pas fait pour être dans son coin. Mmh. Évidemment, on a le droit de pleurer ou de crier dans son coin. Mais justement, les émotions, c'est un dialogue. C'est un outil de dialogue très intéressant. Et dans une civilisation qui est devenue ultra abstraite et intellectuelle sans pensée profonde, malheureusement, les émotions sont les parents pauvres, quelque part. Mmh. Alors qu'en fait, on sait bien, malgré tout, que c'est non-verbal qui est souvent très, très repéré par la vie, le vivant. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les partager avec, bien sûr, ben, ce fameux soi qui est là, c'est la conscience que ce que j'exprime à l'autre, c'est pas uniquement du discours, c'est pas forcément des réflexions, c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, c'est quelque chose qui est l'expression de ce je, JE, que je suis, et ce je, il a cette réalité profonde, spirituelle, d'identité qui s'exprime. Et après, il y a tous les personnages autour. Donc l'idée, c'est vraiment, en fait, on s'exprime toujours dans plusieurs dimensions. Et les émotions, c'est ce qui donne de la vie à cette dimension. Et c'est ce qui permet de reconnaître que, effectivement, je suis à l'aise ou pas à l'aise, je ne me sens pas bien. Et c'est pas parce que je me sens pas bien que je suis faible. C'est Mmh. pas parce que je me sens heureux que je suis infantile. Mmh. Par contre, je me sens triste, je me sens heureux, mais je reste aussi celui qui a la réflexion. Mmh. À côté du personnage de l'émotion, je sais pas, colérique, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on doit un petit peu travailler sur soi, il y a aussi celui qui est capable de réflexion, d'approfondissement, etc. Mmh. Et le sage qui est le soi en nous, c'est à lui de gérer ça, peut-être notamment de mettre en présence ces deux réalités et de dire, bon, peut-être que pour le moment, la colère ou l'aspect colérique ou susceptible, ça serait bien de le mettre un petit peu à minima. De laisser celui qui a une réponse opportune ou pertinente s'exprimer. Mmh. Et à un autre moment, ce sera l'inverse. Donc, en soi, on a vraiment cette faculté d'unité. Mais il faut vraiment comprendre que, au fond de chacun d'entre nous, il y a un être qui est dans la conscience, qui a vraiment des talents, qui sait où il va, qui il est, et que c'est bien d'y revenir pour l'interroger quand même. Et par rapport à ça, justement, quand la personne elle a un trop plein d'émotions ou elle s'est coupée de ses émotions, ça fait longtemps qu'elle ne les a pas exprimées. Quelque part, j'ai l'impression que ça fait une espèce une fumée qui Hmm. rend difficile
enfin, l'écoute de cette voix intérieure, de cette sagesse intérieure, et comment Exactement. des pistes là-dessus pour justement faire sortir cet excès d'émotions, des outils permettant de les connecter à cette partie sage en nous. Alors déjà, effectivement, on le voit bien, si je me sens vraiment très en colère, bah, je vois bien déjà que dans la tête, c'est pas clair, j'entends plus les autres, je ne m'entends plus non plus. Donc s'il y a vraiment quelque chose à exprimer, plutôt que d'en arriver là, bah, c'est de l'exprimer plus tôt. Si j'en arrive là, bah, ça veut dire que la colère, hein, souvent, le stress, c'est de l'adrénaline. Donc ça veut dire que j'ai un trop-plein d'hormones qui permettent l'action. Mm. C'était pour ça, hein. Hein, la colère, c'est la capacité de considérer que je suis suffisamment puissant pour repousser l'ennemi, pour repousser celui qui veut me faire du mal. Mm. Donc ça veut dire que j'ai les moyens. Donc si je suis en colère et que je suis inactif, c'est pas forcément une bonne chose. Alors mieux vaut aller faire je sais pas, un training, un footing, taper dans un sac, ou bêcher son jardin, ou couper du bois. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont très simples et qu'on peut mettre en place. Ça peut être aussi simplement le fait, quand on est en colère, d'aller aider quelqu'un qui a une difficulté. Je vais rendre service à mon voisin, je vois quelqu'un qui est dans la rue qui est en difficulté, je vais l'aider. Enfin, je sais pas, et si je suis quelqu'un qui me met facilement en colère, bah, ça veut dire aussi que je peux engager ma vie. Je sais pas, je me fais pompier volontaire. Mm. Voilà, je fais du secourisme, voilà, je fais des arts martiaux. Il y a plein de trucs très simples. Mm. Et si c'est un trop-plein de peur, alors là, la peur, ça signifie que je n'ai plus les moyens de ma défense. C'est-à-dire qu'en fait, la peur succède à la colère. Mm. La colère, ça défend mon intégrité, mais je me sens les moyens d'agir. Mm. Très juste. Donc, je fais ce qu'il y a à faire. La peur, là, c'est très différent. C'est que j'ai aussi une agression, il y a quelque chose qui m'agresse, mais j'ai le sentiment, en tous les cas, de ne pas avoir les moyens de me défendre. Donc, si je n'ai pas les moyens de défendre, c'est très simple. C'est du bon sens à fond. Je fuis. Je Mm. fuis, je me cache, je me protège. Voilà. En revanche, ce à quoi il faut que je réfléchisse, c'est est-ce que ça vaut le coup de fuir, d'une part? Est-ce que c'est si dangereux que ça? Ou Mm. bien est-ce que vraiment j'ai pas de moyens? Peut-être que que je ne les connais pas. Et si je dois vraiment fuir de manière pertinente, bah, là, mon intelligence peut m'aider. Je vais fuir de quelle manière? Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a trop de peur, ça veut dire que je n'existe plus pour moi-même. Mm. C'est comme si j'étais dans la puissance complète. Alors ça, c'est toujours faux. Mm. Personne n'a absolument plus de moyens. Évidemment, si je me trouve, malheureusement, c'est le cas, je suis environné d'ennemis, je suis pieds et poings liés, on va me faire du mal, je ne peux qu'avoir peur. Je Mm. suis dans une impuissance absolue. Mais à ce moment-là, existe encore en nous une réalité où cet être qui est là, lui, parce que la peur absolue, il n'y en a qu'une, c'est mourir. Mm. Lui peut dire, OK, alors la mort a un sens. Mm. Puisque la vie n'est plus possible, puisque j'ai tout perdu, puisque rien n'est accessible à ma capacité. Alors, la mort, c'est la fuite. C'est ça la porte de sortie. Et ça permet de se réconcilier aussi avec la mort, puisque si on a un monde dans lequel on peut vraiment être impuissant, donc éventuellement débarrassé de ses forces, alors ça veut dire que la porte de sortie, c'est la mort, mais pour un autre monde. Mm. Il n'y a, pas besoin de croire en grand-chose. Il s'agit juste d'avoir une logique toute simple qui fait que dans la réalité humaine d'aujourd'hui, si la mort existe, c'est que l'impuissance existe. Et que si cette impuissance existe dans ce monde, rien n'empêche de penser que dans un autre monde, la puissance existe. Parce que la fuite est toujours intelligente. Toutes les émotions sont intelligentes. La fuite aussi, bien sûr. Et après, la tristesse, ben, c'est la perte. C'est quand j'ai perdu. La colère et la peur sont là pour éviter que je perde.
La tristesse, j'ai perdu, c'est trop tard. Donc j'ai un deuil à faire. C'est ce que font les enfants, hein. Ils font des deuils toute la journée. Enfin, quand je dis toute la journée, ils font 3, 4 heures. Les enfants pleurent 2, 3 fois dans la journée quand ils sont petits, 4, 5 fois. Pourquoi? Parce qu'ils font des deuils, des choses, d'un désir, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils se sont fait mal, ils font le deuil de leur confort. Euh, Leur papa, leur maman, leur copain est parti, ils font le deuil de sa présence. Ils le font. Ils font les deuils, si on regarde la manière dont les enfants font le deuil, c'est extraordinaire. Ça dure 3 minutes. Mm. Quand ils sont à peu près bien soutenus, accompagnés, c'est très rapide. Même les gros chagrins. Et très vite, ce qui se repasse à l'intérieur d'eux, c'est la vie. Or, la vie, c'est la joie. Et Mm. vous voyez les enfants, ils ont pleuré comme pas possible. On a l'impression qu'ils vont pleurer pendant 25 heures, hein, 24 heures. Et en fait, 5 minutes après, ils rient aux éclats, ils sont partis sur autre chose. Pourquoi? Parce que la joie est là tout le Mm. temps disponible. C'est l'être qui est dans la joie. Une joie qui est une joie tranquille, paisible, mais qui s'exprime par des éclats de rire quand elle arrive dans l'existence. Donc si chacun d'entre nous peut vraiment prendre conscience qu'il est cet être, que cet être a comme nature naturelle, spontanée, de rentrer dans l'existence pour vivre la meilleure version possible de la réalité matérielle, corporelle, énergétique qu'on est, et puis sensible et intelligente qu'on est, il n'y a aucun souci, on peut gérer toute notre existence. Mm. Je reviens sur la tristesse par rapport à tout à l'heure. Tu parles de deuil, donc les différentes étapes du deuil, il y en a neuf, il y en a à peu près neuf. Et sur Ouais, les neuf, il y a celle justement où on va taper au fond de la piscine finalement pour remonter, c'est la tristesse ouais. profonde. Euh, Bah, ce qu'on appelle la dépression, c'est la phase dépressive. phase dépressive, mais qui est remplie de cadeaux aussi, à partir du moment où la personne sait s'écouter et s'écouter sa tristesse. Il y a une phrase très belle qui m'a été transmise un jour qui est qui se coupe de sa tristesse se coupe de tout le reste. Ouais, Et justement, parce qu'elle vient, quand on accueille cette tristesse, qu'on sait la laisser s'exprimer, libérer son message ou ses messages, quelque part, ça nous permet de taper au fond de la piscine, de remonter et d'aller reconnecter à la joie. Et comment toi tu gères ça, ces aspects de tristesse? Parce que là, il y a beaucoup de deuil en ce moment qui sont en train de se faire. ah ben oui, il y a beaucoup de pertes, ouais. Voilà, donc Beaucoup de pertes. comment tu gères ça et qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme clé à ce sujet? Alors moi, ce qui me semble intéressant, c'est quand on est vraiment au fond de la tristesse, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir tout perdu, euh, la seule solution, pour moi, enfin une solution qui me semble intéressante, c'est d'abord l'acceptation qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'en nous, il y a un personnage qui pleure. Ça peut être l'enfant, ça peut être le parent, hein. Dans notre village, il y a un personnage qui pleure. Donc, c'est l'être, donc le sage, qui va vers ce personnage et qui a une seule chose à faire, c'est de dire, ouais, ben, t'es tellement triste, c'était tellement précieux ce que tu avais là, et tu l'as perdu. Et ben voilà, je suis avec toi dans ce gros chagrin, et un chagrin qui est tellement pertinent parce que c'était important, cette chose-là pour toi. Et c'est OK, c'est perdu, mais tu es toujours là, tu es toujours là. Ce que tu es, manifestement, est plus grand que ce que tu as perdu, sinon tu serais parti avec ce que tu as perdu. Donc, c'est c'est vraiment noble et c'est important d'honorer ta tristesse parce que tu honores ce que tu as perdu, l'aspect précieux de cette vie. Et quand tu auras fini d'honorer ce que tu as perdu, reviens à toi, puisque toi tu es là. Et toi aussi, tu es précieux. C'est c'est quelque chose de puissamment précieux ce que tu es. Donc, chaque chose en son temps. Un temps pour la tristesse, qui va faire que tu vas honorer la perte, honorer le précieux, même l'inestimable que ça pouvait être avant, qui est parti ailleurs, quelque part. Mais l'inestimable qui existe aussi, c'est toi. Cet inestimable a des tas de choses à faire. Donc, à un moment, quand il y aura assez d'honneur à ce qui a été perdu,
alors viendra le moment de la recréation, de la retrouvaille avec la source de toute chose, la source de création que tu es, et à ce moment-là, ce qui est à naître, ce qui est à coucher, à devenir, viendra. Et comment tu expliques que certaines personnes vont faire ces étapes du deuil à une certaine vitesse, et d'autres vont rester bloqués dans certaines phases de ce deuil, et notamment justement peut-être pas honorer ça. Est-ce que c'est par ignorance, par manque d'information, de soutien extérieur? Est-ce que c'est un profil psychologique, la nostalgie? Enfin, j'imagine que c'est très vaste comme question, hein, mais Moi, c'est. est-ce que tu Et donc, je pense que là, pour revenir justement au déclic qui semble important dans cette période de Covid, là où on amoncelle les pertes, justement, et où quelque part, moi, je trouve, au-delà des excès, au-delà des erreurs manifestes qui sont faites et des malheurs humains qui s'en suivent, c'est pas si mauvais que ça, quelque part. Pourquoi? Parce que, en général, euh, toute perte peut avoir du sens. Pourquoi? Parce que ça veut dire que même si je perds quelque chose qui est tellement précieux, la source de la vie est toujours plus grande que cette perte. D'abord, on peut perdre et recréer des choses, ce ne sera pas la même chose, mais c'est ça. Et puis, sur les choses qu'on ne peut pas recréer, par exemple la perte d'un enfant ou d'un parent, il n'y a rien à recréer dans cette histoire-là. Celui qui est parti est parti. Donc c'est une perte profonde. Moi, j'ai éprouvé ça un jour, la perte d'un enfant. C'est un continent qui s'en va. Mais qu'est-ce qu'on perd? On perd le corps de l'autre. On perd l'ancrage de l'échange avec lui. On perd la capacité de l'embrasser, la capacité de lui parler, la capacité de s'engueuler, pourquoi pas, la capacité de faire des choses ensemble. On perd cette réalité matérielle qu'il était. Mais la réalité affective, la réalité humaine, la réalité profonde qu'il était, ou qu'il est toujours, puisque là, on rentre dans l'inconnu, c'est toujours chez moi ça. Ça, c'est pas perdu. Et je peux entrer simplement par le souvenir, simplement par les célébrations, simplement par aussi, quelque part, une sorte, le fait que l'amour est toujours là et que l'amour a besoin d'un objet, existentiellement parlant. Mais dans la conscience, il n'y a pas forcément besoin d'un objet, un objet physique. L'objet, c'est la conscience. Et le fait que l'autre est là quelque part. Donc ça veut dire que même si on ne veut pas recréer, on peut retrouver une recréation, retrouver une continuité. Et donc pour les personnes qui ont beaucoup de mal à ça, c'est-à-dire que là, on peut faire. Moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient perdu des enfants, il y avait presque 2 décennies, et qui étaient toujours dans une très grande souffrance. Ils n'arrivaient pas à combler le manque. Et moi, j'ai mis un certain temps pour faire mon deuil. Aujourd'hui, bientôt, il y aura 8 ans à peu près. 8 ans, 9 ans. Et en quelques années, j'ai pu faire mon deuil avec mon enfant, parce qu'en fait, elle est toujours là. Je sais que, en fait, ce que j'ai perdu physiquement, ce que j'ai perdu dans la relation, effectivement, c'est perdu, mais j'ai continué à vivre, j'ai continué à créer, j'ai continué à avoir d'autres relations, etc. Et en revanche, ce qui est dans la pensée, l'esprit, la relation avec elle, ça, c'est toujours vivant. Parce qu'en fait, c'est moi qui en décide. C'est un peu comme si je lui rendais visite. C'est moi qui décide d'aller la voir quelque part là-bas au Pays Basque, parce que je fais 800 km, parce que c'est bien de le faire. Je pourrais très bien ne pas le faire. Ben là, c'est pareil. Ça n'a pas changé sur ce plan-là. Et le problème, c'est que les gens qui n'y arrivent pas, qui ont du mal, il y a 2 problèmes à ça. D'abord, c'est le non-dit ou le déni. Pas laisser partir l'autre. Vouloir le garder. Ça s'appelle la possession. En fait, je veux garder l'autre pour moi, je veux garder son corps, je veux garder son visage, son regard, parce que j'en ai besoin.
Et ça veut dire qu'à un moment, je fais entrer dans mon espace personnel quelqu'un d'autre, auquel je m'identifie. Et là, forcément, si je le perds, je me perds. Or, il est très important de comprendre que même si j'aime l'autre de manière absolue, j'ai la possibilité de me mélanger à lui. J'ai la possibilité d'aller vers lui de façon très intime. C'est le cas des couples, par exemple, qui se mélangent même dans la chair. Mais je peux me mélanger à mes enfants, mes parents, dans l'affect, dans la pensée, dans la présence. Mais si je me mélange, je ne me confonds pas. Ce qu'est l'autre, c'est lui. Ce que je suis, c'est moi. Et c'est irrémédiablement ou inévitablement distinct. L'être qu'il est absolu. L'être que je suis est absolu. Il n'y a aucune confusion possible entre ces deux êtres. En revanche, si chacun est véritablement l'être qu'il est, la fluidité des relations est infinie. Je peux rester totalement distinct, mais tellement proche. Tellement proche que je peux me mélanger à lui. Hein, c'est un peu comme deux nuages qui se rencontrent. La conscience peut rencontrer sa conscience. Mais, mine de rien, chaque nuage reste deux nuages. C'est la notion d'individualité dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. C'est la personne qui apprend à se connaître tellement Voilà. qu'elle connaît ses propres limites finalement et son Ouais, potentiel illimité, c'est le paradoxe, c'est et ça. l'autre. D'accord. Et c'est pour ça que moi, ce que j'essaye de dire à ceux qui souffrent en ce moment, alors après, il y a des souffrances il y a des injustices, donc on a envie de réparer l'injustice ou de remettre les choses dans la justice ou dans la justesse. Ça, c'est normal. Il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui revendiquent, moi j'en fais partie, des gens qui mènent des manifestations, qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, avec le port des masques pour les enfants, parce qu'il n'y a aucune preuve que ce soit nécessaire. Ça abîme les enfants, enfin bon, voilà. Il y a des gens qui sont dans le déni, ok. Un jour, forcément, ce déni aura une fin parce que forcément, les conséquences sont là. Donc, mais au-delà de ça, il y a vraiment l'idée que qu'est-ce que je perds? Est-ce que je perds quelque chose d'essentiel à moi? Oui, si je fais perdre à mon enfant une bonne condition de respiration, ça c'est quand même essentiel. Donc, c'est pas juste que je le fasse. Maintenant, si effectivement je ne peux pas faire autrement pour diverses raisons, je vais essayer de corriger le tir de mille façons possibles. Il y a des tas d'astuces possibles. Même le fait de porter de faux masques. Hein, il y a des masques, en fait, on garde juste l'aspect extérieur, on enlève les tissus intérieurs, là, les FFP2 ou les choses comme ça. Et puis, donc, un grand masque avec des trous partout, et la fibre extérieure est très fine. Donc, en fait, il y a un masque à moitié. C'est déjà plus facile. Enfin, il y a des tas d'astuces possibles. Et l'idée aussi, c'est que je perds, par exemple, et c'est ce qui se passe, et aujourd'hui, on est en train de perdre les acquis d'une civilisation fondée sur l'industrialisation et la technologie à outrance. Donc on les perd de manière forte, grave, rapide, hein, soudaine, et ce n'était pas prévu. Mais ce qu'on perd surtout, et ça c'est intéressant, c'est l'identification à tout ça. On s'était identifié à tout ça. Un grand nombre de gens se sont identifiés à tout ça. Et ça veut dire que ce que je perds, c'est l'identification. Ce que je gagne, c'est la prise de conscience que je ne suis pas ça. Je peux vivre sans ça. Par contre, il faut que j'invente. Donc ça veut dire que quelque part, je ne dois pas forcément résister à la perte. Quand la perte est inévitable, j'ai intérêt à l'accueillir. Parce que quand j'accueille cette perte, ça me donne une autre conscience. Ça oriente ma conscience vers autre chose. La créativité de l'être est toujours là. Donc si je ne m'accroche pas à ce que je perds, qui me fait dire que non, je ne veux pas créer autre chose, je veux garder ça absolument, forcément, je n'ouvre pas la porte de la créativité. Par contre, si vraiment j'accueille la perte comme étant soit possible, avec du sens, soit inévitable, alors à ce moment-là, j'oriente automatiquement mon esprit ailleurs. À un moment, une fois la perte, comme j'ai dit tout à l'heure, accueillie, honorée, voilà, j'y tenais, c'était important, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ouvre à ce moment-là mon regard vers autre chose. Super. Génial. Voilà, moi j'ai envie de dire aux gens,
Battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour vos parents. Ça a l'air parfois antinomique. Laissez pas d'autres personnes, surtout des personnes qui ont un pouvoir, ne laissez pas d'autres personnes trouver des solutions à votre place. Mm. On est dans des difficultés, trouvez vos solutions, quitte à désobéir. Ok, Mm. hein, c'est fait pour ça. La règle, la loi, c'est fait pour être transgressée. Mm. Alors il y a des mesures, hein, voilà, c'est pareil, il ne faut pas être stupide ni excessif, mais c'est à la marge. Pourquoi l'être souverain que je suis devrait obéir à une fonction ministérielle, d'État ou administrative? Je ne sais pas pourquoi. Surtout quand il n'y a pas de sens basé sur des faits réels, sur des Par données exemple, fiables, donc, et des chiffres scientifiques, on va dire, une analyse scientifique. en tous Quand les c'est cas, décorrélé du réel, il devient difficile voilà, de, scientifique, j'en sais rien, au moins quelque chose de vrai, quelque chose qui oui, de vrai, puisse ressortir du vrai, du réel. du réel. Voilà, donc ça, avec le réel, on discute. Mais je peux toujours discuter avec l'autorité administrative, politique, etc. Mais c'est quand même, mais j'obéis pas, quoi. L'enfant a raison d'obéir à un parent parce que son ignorance est telle qu'il pourrait se mettre en danger. Et là, dans cette situation, je ne vois pas pourquoi j'obéirais. Par exemple, si j'obéis au code de la route, en fait, je n'obéis pas au code de la route. C'est parce qu'un grand nombre d'aspects du code de la route me semblent sensés. Mm. On se met d'accord sur une convention pour tourner à droite ou à gauche, passer ou s'arrêter, c'est quand même mieux. Mm. Hein, sinon, on a un accident. Mm. Donc, ça veut dire que mon respect du code de la route, c'est une réflexion et un accord avec un certain nombre de règles du code de la route. Parce que certaines sont très intéressantes, d'autres sont stupides. Ben là, c'est pareil. Moi, je porte jamais de masque. Je le porte quand je vois un gendarme, oui, parce que j'ai pas envie de payer 135 euros. Mm. Mais le masque, je considère que j'ai absolument, ou je le reporte par respect pour quelqu'un qui lui a une crainte, ou simplement parce que si je veux faire mes courses, j'ai pas envie de rentrer dans un conflit, ça sert à rien. Donc je le porte par respect aussi pour la, voilà. Si j'ai une manière pour la paix publique, si j'ai une manière après de pas être d'accord, je vais le dire, je vais chercher un dialogue, etc. Mais voilà, donc j'obéis pas. Je gère ma relation à l'autorité, ce qui est quand même très différent. Et si on rentre là-dedans, alors d'abord on enlève la peur, on commence à réfléchir par soi-même, on enlève l'ignorance et petit à petit, on affirme sa réalité, l'être que l'on est, son identité. Et si on le fait, souvent c'est comme ça qu'on crée son identité. Mm. Ça se recrée tout le temps aussi, hein. Enfin, sa réalité souveraine, ça se travaille tout le temps. Mm. Bon, voilà. Cette capacité, ce libre arbitre, c'était Ah vraiment oui, c'est la ça. question de cette capsule. Et quelque part, voilà, prendre ses responsabilités aussi et avoir de la conscience et du bon sens. Ce que j'entends aussi à travers tout ce que tu me dis. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a un mot fondamental qui guide tout ce que je fais, c'est le bien, avec un grand B. Mm. Alors, je sais qu'il y a des bibliothèques entières écrites sur le bien et le mal, mais le bien, dans son acception la plus simple, le plus de bon sens, pour moi, le bien, c'est euh, tout ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre euh, qui ne lui portera pas tort, qui va amener des conditions facilitantes à son existence, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il veut vivre, en accord avec la même chose autour de lui. C'est-à-dire que si pour moi quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, je ne vais pas l'aider dans cette réalité-là. Par contre, je ne vais pas forcément lui faire du mal à lui. Je vais essayer d'aller vers lui pour lui montrer que quand il fait ça, l'autre souffre. Mm. Est-ce que cette souffrance est vraiment si nécessaire? Mm. On sait qu'il y a des souffrances nécessaires. Par exemple, pour soigner des choses, quelquefois, il faut souffrir. Voilà, parce que le dégât est déjà là. Mais beaucoup de choses peuvent se faire sans souffrance. Mm. Très juste. Et par contre, on peut accompagner la souffrance de quelqu'un pour qu'elle soit moins lourde et que peut-être l'effort qu'il fait à travers ça, quelqu'un qui fait un marathon, il souffre, hein, ça c'est clair. Mm. Est-ce que c'est si important? Si vraiment pour lui c'est important,
bah, peut-être que je vais l'aider à moins souffrir dans ce marathon. Ouais, pourquoi pas? Tu vois, c'est ça. Pour moi, le bien, c'est fondamental. C'est quelque chose de constructif, quelque chose qui fait que dans le respect de l'autre, par contre, j'impose pas le bien. Et imposer le bien, c'est ce que tout le monde nous dit en ce moment, hein. C'est pour votre bien, quoi. Oui, bien sûr. Donc, non, non, on Allez, n'impose jamais le bien. over. On le propose et on conduit l'autre en fonction de ce qu'il est capable de recevoir. C'est vrai, quand les enfants sont ignorants de beaucoup de choses, souvent l'autorité du parent est là. Mais l'autorité est liée à l'amour. D'abord, l'enfant le sait très bien, Mm. pas de problème. Donc à partir de ce moment-là, le bien, c'est forcément constructif. Et ça se propose. Ça se propose, ça s'impose pas. Super. À partir de là, voilà, on coopère. Merci Voilà. beaucoup Didier, pour ces merveilleuses paroles et Marigot, ce feedback sur bon sens. ce thème, là, comment retrouver ses capacités, son libre arbitre, son autonomie. Et justement, dans la notion de respect, de bien, de dignité pour soi et pour les autres. Ouais, tout à fait. Et Ouais. on ressent à travers tout ce que tu dis. Et bah écoute, je te souhaite une merveilleuse journée. Je souhaite une merveilleuse journée aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci Euh, beaucoup à toi. une Ouais. capsule dans le même thème, enfin ce genre de thème pour redonner des ressources, prendre du recul, apporter du bien-être, apporter de la prise de conscience, des déclics pour être encore plus soi-même et se Ouais. sentir libre de vraiment développer son plein potentiel et vivre la vie de ses rêves, entre guillemets, dans le respect du bien de soi et des autres. Ouais. Donc, je suis vraiment ravi de notre discussion, Didier. Merci beaucoup pour ta sagesse, pour ton expérience. Avec joie, avec joie. Et ton Se esprit. souvenir qu'il faut être quand même le meilleur ami de soi-même, quoi. Ouais, Mais pas un ami qui vous laisse faire tout et n'importe quoi parce qu'il veut vous faire plaisir. Non, un vrai ami, Mhm. sage, lucide, profond et profondément aimant. Et chacun vraiment peut le faire. Génial. Merci Bon, beaucoup. À très bientôt, Didier. avec joie, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut Nicolas. Salut. Au revoir tout le monde. Merci pour votre